à tous. Effectivement, je vous vois absolument pas avec la lumière. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de paiement par carte et de vie privée. Alors, avant toute chose, je m'appelle Charles-Olivier Anquelin et j'ai fait un doctorat à l'Université de Clermont-Ferrand et à BeWise Pay. Et ces travaux que je présente font partie de travaux que j'ai faits pendant ma thèse. Voilà. Donc, on va parler de ça ce soir. On va parler de ça. C'est une carte bancaire. Vous en avez certainement tous. Il se trouve que ça vous sert à payer grâce à une puce électronique. La petite puce que vous voyez en orange. Que ça soit en insérant votre carte, donc en faisant des contacts entre la puce orange et un TPE, ou sans contact. Et on va parler exactement de ça ce soir. On va parler de carte bancaire. Et ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'on n'allait pas parler de paiement en ligne. Donc on ne va pas être basé sur SSL ou quoi que ce soit comme ça. Euh, on va parler de paiement dans des magasins. Alors, premier objectif dans cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu la norme pour le paiement bancaire. Et cette norme, elle est régie par une entité qui s'appelle EMVCO. Alors EMVCO, les lettres sont pour Europay, Mastercard, Visa et compagnie. Donc vous avez American Express, vous avez aussi UnionPay qui est chinois, vous avez JCB qui est japonais, qui sont tous des émetteurs de cartes bancaires et qui se sont réunis dans un consortium pour définir une norme unique qui aujourd'hui représente plus de 95% des paiements dans le monde. Globalement, je suis à peu près sûr que dans cette salle, vous avez tous une carte qui utilise la norme EMV. Mon premier objectif, comme je le disais, c'est de vous présenter très rapidement comment ça fonctionne quand vous allez dans un magasin et que vous souhaitez payer. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un peu de cryptographie. Mais vraiment, on va rester sur les bases. Je vais avoir besoin d'une signature électronique. Alors, c'est comme une signature sur du papier, et je pense que vous êtes un peu familier avec potentiellement. On a une clé secrète pour Alice qui souhaite signer un message, et une clé publique pour toute personne qui souhaite vérifier la signature. Alors, cette clé publique, par exemple, Bob qui a la clé publique, il peut vérifier l'authenticité d'un message qui a été signé par Alice. Voilà. Et ça, c'est pour de la cryptographie asymétrique, dans le sens où on a une clé privée qui est détenue par Alice et une clé publique qui est, comme son nom l'indique, publique. On a un analogue en cryptographie symétrique qui s'appelle un MAC. Donc c'est pour Message Authentication Code et ça permet d'authentifier des messages sur un canal non sécurisé, mais entre deux personnes qui possèdent déjà une clé secrète partagée. Symétrique, on a deux fois la même clé qui est déjà partagée. Et grâce à ces algorithmes, on authentifie des messages. Et eh bien, il y a une troisième primitive qu'on connaît bien, mais dont on n'a pas besoin ce soir, c'est du chiffrement. Parce que en fait, EMV n'utilise pas de chiffrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va partir du moment, on va revenir tout au début, quand il n'y avait pas de banque. Au début, on a une autorité de certification. Et cette autorité de certification, elle va certifier qui peut être une banque ou qui ne peut pas être une banque. Enfin, en tout cas, elle va certifier les banques comme des vraies banques. Et ces banques vont obtenir le droit d'émettre des cartes bancaires. Et les vraies banques vont certifier des cartes. Donc on aura une carte qui possédera un certificat lié à sa banque, donc à la clé publique de la banque qui l'a émise, et la clé publique de la carte aura été signée par la banque. Donc on a une chaîne de délégation d'une autorité à une banque à une carte. Et ensuite, on a aussi un secret qui est partagé entre la banque et la carte bancaire. Et celui-là, vu qu'il est partagé, on va pouvoir faire des MAC avec. Ensuite, on se rend dans un magasin et on veut effectuer un paiement. On prend notre carte et notre carte, une des premières choses qu'elle va faire quand on l'insère dans un TPE, un terminal de paiement, c'est envoyer les certificats au marchand pour vérifier que la carte a bien été émise par une vraie banque et que c'est une vraie carte émise par une vraie banque.
Ensuite, elle va générer un MAC qui est destiné à la banque, qui va pouvoir être vérifié à la banque si le TPE est en ligne, et la banque va renvoyer un retour au marchand. Mais en plus, la carte va aussi générer une signature qui va permettre d'approuver la transaction. C'est un petit peu comme si vous aviez un petit bout de papier, que vous vous rendiez chez le marchand, que vous écriviez j'accepte de payer tant à ce marchand et que vous signez en bas. Essentiellement, c'est tout ce qui se passe dans le protocole. Alors bon, le protocole, si on le détaille, il est un tout petit peu plus complexe, mais je vous ai résumé son fonctionnement dans les grandes lignes. Et cryptographiquement parlant, il n'y a pas beaucoup plus de complexité que ça. Mais bon, ce protocole, il a des défauts. À vrai dire, quelques défauts. En particulier, beaucoup de ces défauts sont liés à une chose. C'est que lorsque la carte bancaire communique avec le terminal de paiement, eh bien, la communication n'est pas chiffrée. Donc, l'ensemble des données stockées sur la carte et qui sont envoyées au terminal de paiement passe en clair. Donc, quelqu'un qui serait dans la même file d'attente que vous, quand vous êtes en train de payer, peut potentiellement récupérer vos informations de paiement juste en écoutant la communication NFC de pas trop loin. Alors, il se trouve que dans cette communication-là, il y a des informations un petit peu sensibles qui passent. Je ne sais pas si vous voyez le nombre à 16 chiffres qui est écrit sur votre carte bancaire qu'on vous demande de ne surtout pas révéler. Eh bien, ce nombre-là est envoyé à chacun des marchands chez qui vous payez. Entre autres, ce numéro-là, mais il y a aussi beaucoup d'autres informations comme la date d'expiration de votre carte et ainsi de suite. Et il se trouve que ce numéro-là, il est unique et il ne change pas pendant 3 ans au moins. Ce qui fait que, contrairement à vos banques qui n'ont pas le droit de revendre vos données personnelles et vos données de paiement, eh bien, les marchands, eux, peuvent faire un lien entre l'ensemble de vos paiements pendant toute la durée de votre carte. Et même plus que ça, si vous avez une carte de fidélité et vous avez le malheur de payer avec votre carte bancaire en passant votre carte de fidélité, bien, vous avez l'ensemble de vos paiements qui sont liés à votre carte bancaire qui, elle, est liée à votre nom et prénom, et ainsi de suite. Et donc le marchand peut monnayer ces données-là. Et ça peut poser problème à certains d'entre nous. Donc, eh bien, dans ma recherche, j'ai défini avec un certain nombre de co-auteurs, bien entendu, des propriétés qu'on souhaiterait obtenir dans un système qui serait un peu mieux potentiellement et qui protégerait plus notre vie privée. Premièrement, on souhaiterait garder l'anonymat face au marchand. On veut l'anonymat du client face au marchand. Donc on ne veut pas que le marchand puisse d'une quelconque manière apprendre notre nom, prénom ou des données nous identifiant de manière très forte. Par exemple, le PAN de notre carte, donc les 16 chiffres sur notre carte. Ensuite, on ne veut pas que le marchand puisse faire de lien entre nos différents paiements. Parce qu'actuellement, si je viens dans un magasin et que je paye une fois par carte bancaire et une fois avec mon téléphone où j'ai tokenisé ma carte, eh bien le marchand est capable de faire le lien entre ces deux transactions, par exemple. On ne souhaite pas ce genre de choses, on ne souhaite pas qu'il y ait de lien entre nos différentes transactions. Et même plus fort que ça, parce qu'on pouvait obtenir cette propriété-là, on souhaite l'anonymat du marchand face à notre banque. Donc que notre banque n'apprenne plus le nom du marchand chez qui on paye, parce que parfois on ne souhaite pas qu'il y ait le nom d'un marchand qui apparaisse sur notre relevé de banque, par exemple. Donc on a ces propriétés-là, mais il se trouve qu'il y a des régulations qui sont en place, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et ces régulations-là, elles ont tendance à imposer certaines choses qui vont un peu à l'encontre de l'anonymat. Par exemple, si vous avez aujourd'hui une carte bancaire, c'est qu'un jour vous avez présenté votre carte d'identité à quelqu'un de votre banque. Donc vous avez prouvé votre identité à la banque et ça en fait c'est imposé par la loi. La banque doit vérifier votre identité avant de vous émettre un moyen de paiement. Donc ça c'est le KYC. On a aussi le Strong Customer Authentication qui impose que vous entriez votre PIN sur un terminal ou que vous soyez authentifié de manière forte avant un paiement, exception faite des paiements sans contact. Et en plus, on a l'AML, l'Anti-Money Laundering, qui essentiellement formalise le fait que c'est mal de blanchir de l'argent et de financer des entités terroristes. Ça choquera personne.
Mais ça impose à vos banques de vous profiler et d'analyser chacun de vos paiements. Donc potentiellement, si demain vous allez acheter 2 Rolex, la deuxième Rolex, vous n'arriverez pas à l'acheter parce que votre banque aura empêché la transaction parce qu'elle semble suspecte. Voilà. On ne parle pas ici de montant maximaux de dépenses. Alors, la vraie question qu'on s'est posée dans notre recherche, c'est est-ce qu'on peut apporter un peu plus d'anonymat dans le système, et dans le système tel qu'il est aujourd'hui, sans le modifier, sans modifier la norme, sans modifier la loi. Et la réponse qu'on a obtenue, après analyse de la loi, après des consultations auprès d'avocats, après analyse de la norme, qui est quand même relativement conséquente et qui est formalisée sur à peu près 2000 pages, eh bien, c'est que oui, on peut obtenir des paiements anonymes, et ceux que la banque souhaite nous apporter un peu d'anonymat ou que la banque ne souhaite pas coopérer dans ce sens. Et ça, on l'obtient grâce à un proxy de paiement. Et je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment est-ce que ça pourrait fonctionner, comment est-ce que notre système fonctionne. Alors, on part d'en bas à gauche ici, et nous, on va se présenter à la banque une première fois pour obtenir un moyen de paiement. La banque nous produit une carte bancaire, comme elle le fait d'habitude, mais en plus de ça, si la banque souhaite nous apporter un peu d'anonymat, elle va aussi nous produire une pseudo-identité, un genre d'identifiant unique qui serait relié à notre identité. Donc notre banque connaît la table de mapping, mais personne d'autre la connaît. Donc avec cette pseudo-identité et cette carte de paiement, on va voir un proxy qui est en fait un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, quand on va vouloir faire une transaction, il va nous émettre une autre pseudo-identité et aussi une carte à usage unique. Donc une carte tokenisée qui sera chargée sur notre téléphone avant chaque paiement et qui permettra de payer, sachant que le proxy, lui, sera remboursé du paiement parce que c'est une carte associée à la pseudo-identité et au proxy avec la carte qu'on aura enregistrée préalablement, la première carte de la banque. Et grâce à ça, et je l'ai décrit très rapidement, on obtient un paiement qui est aussi anonyme que du cash, ou en tout cas quasiment aussi anonyme que du cash. Alors le cash, il est sur la première ligne là, et on a nos deux solutions, PrivBank et PrivProxy. Donc dans le premier cas, on a une banque qui souhaite apporter de l'anonymat, et ce qui nous permet d'obtenir les mêmes propriétés que pour le cash. Par contre, on est obligé de révéler de l'information au proxy, parce qu'en fait ça c'est la loi qui nous oblige à ce que le système soit complètement auditable. Donc vu que le système doit être auditable, nos informations d'identité et ainsi de suite doivent être connues de quelqu'un, ici du proxy. Et donc c'est dans les grandes lignes comme ça qu'on a réussi à obtenir un paiement mobile qui est conforme à la norme, conforme à la loi, et qui vous permet d'obtenir un peu plus d'anonymat si un jour il est implémenté. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si le proxy c'est une blockchain, qu'est-ce qui change? Essentiellement ici, on doit pouvoir avoir une coopération entre le proxy et la banque afin de retrouver l'ensemble des informations. C'est-à-dire que si le régulateur il souhaite que on lève l'anonymat d'une personne ou d'un ensemble de transactions, on doit pouvoir le faire. Ça reste à voir si on peut le faire avec une blockchain. Je pense que la réponse est certainement oui. Si on a une banque et une blockchain, on doit pouvoir le faire. Mais on n'a essentiellement pas considéré trop la décentralisation du proxy, dans le sens où je pense que ça serait beaucoup plus difficile à mettre en place dans un premier temps qu'un proxy de paiement qui existe déjà. Des entités comme l'entreprise Curve ou Revolut font déjà des proxys de paiement. Donc la question c'est est-ce qu'on génère une carte à chaque paiement ou si c'est de manière ponctuelle pour un certain nombre de paiements mais pas tous. C'est
la réponse c'est que c'est plutôt la deuxième option, parce qu'en fait ces paiements anonymes de toute façon, en ayant ce qui s'appelle l'anti-money laundering, donc la loi qui prévient contre la fraude, le financement du terrorisme et ainsi de suite, en fait on a des limites de dépenses via ce système anonyme qui sont obligatoires. Donc en fait on va pas pouvoir faire tous nos paiements du quotidien avec. Et donc il va falloir choisir d'utiliser un paiement anonyme ou un paiement non anonyme potentiellement.